Je m'appelle Camille Dubois. 43 ans, née et élevée à Lyon, dans une famille où l'élégance se mêlait à l'exigence et le silence aux responsabilités. On m'a appris très tôt que les apparences sont des armures. Elles protègent, elles séduisent, elles imposent. Mon père, Charles Dubois, était une figure redoutée de l'immobilier de luxe. Ma mère, Geneviève, une femme d'intérieur à la voix douce, mais aux mots tranchants. J'ai grandi entre les murs d'un hôtel particulier du 6e arrondissement, entouré de tableaux que je n'avais pas le droit de toucher et de domestiques qui évitaient mon regard. Quand mes parents sont morts dans un accident d'avion, j'avais 28 ans. Je venais tout juste de racheter ma première société, une agence de conseil en stratégie que j'ai transformée en holding en moins de 5 ans. L'héritage familial, colossal, n'a pas été une surprise. Ce qu'il a été, c'est ce que j'en ai fait, 600 millions d'euros transformés en empire, en silence, avec une obsession méticuleuse pour les chiffres, les contrats et les alliances invisibles. On m'a appelée la Sphinx de Lyon. Je n'ai jamais corrigé personne. J'ai rencontré Éric Moreau lors d'un gala de bienfaisance au Musée des Beaux-Arts. Il portait un smoking ajusté et un sourire légèrement en retrait, comme s'il s'excusait d'être séduisant. Il avait 12 ans de moins que moi, travaillait alors dans l'événementiel et possédait une aisance sociale que je n'aurais jamais. Il savait parler à tout le monde. Il m'a regardé sans crainte, comme si mon nom n'était qu'un détail parmi d'autres. 3 mois plus tard, il emménageait chez moi. 2 ans après, nous nous sommes mariés dans une petite chapelle près d'Aix-en-Provence, entourée d'un cercle restreint, soigneusement choisi. Pendant 15 ans, j'ai cru à une forme de bonheur. Pas le bonheur éclatant des romans, mais une stabilité élégante. Nous avions une routine bien huilée. Déjeuner discret, voyage discret, un appartement sobre surplombant la Saône et une maison de campagne dans le Luberon. Éric ne se mêlait pas de mes affaires. Il gérait quelques propriétés, jouait, au golf, s'impliquait dans des associations caritatives. De mon côté, je dirigeais, j'investissais, je lisais chaque ligne de chaque contrat. Le soir, nous partagions une bouteille de Bourgogne et quelques silences confortables. Cela me suffisait. Et puis, peu à peu, quelque chose a commencé à se fissurer. D'abord, imperceptiblement, des dîners annulés, des absences qu'il ne justifiait plus vraiment. Une fatigue soudaine, un téléphone toujours sur silencieux, des regards fuyants. Je notais ces changements sans les affronter. J'ai toujours préféré l'observation à la confrontation. Il y avait aussi Justine, la jeune employée de maison, recrutée 1 an plus tôt. Blonde, discrète, efficace. Elle me saluait chaque matin avec un mélange d'admiration et de gêne. Je n'ai jamais soupçonné quoi que ce soit. Ou plutôt, je n'ai jamais voulu le soupçonner. Un soir, en rentrant plus tôt que prévu d'une réunion au consulat, j'ai entendu des voix étouffées derrière la porte de notre chambre. Éric riait. Justine parlait vite, presque en chuchotant. Lorsque j'ai ouvert, ils étaient tous les deux à distance respectable, vêtus correctement. Rien, dans la scène, ne permettait une accusation. Pourtant, quelque chose avait changé en moi à cet instant précis. Une intuition froide, le genre d'instinct qui m'avait évité bien des erreurs dans le monde des affaires. Je l'ai enfoui sous un sourire poli, mais je ne l'ai pas oublié. À partir de ce moment, j'ai commencé à noter chaque détail. Les factures de carte de crédit, les relevés de nos comptes communs, les déplacements d'Éric. Il disait aller à Paris pour une réunion, mais je recevais des notifications de sa carte utilisée à Genève. Il prétextait une soirée entre amis, mais rentrait sans l'odeur du vin ni celle du tabac. Le mensonge a une odeur, une température, un rythme, et celui-ci devenait trop évident pour ne pas me brûler. Pourtant, malgré tous ces signes, j'ai continué à jouer mon rôle, à sourire lors des réceptions, à poser ma main sur son bras lors des dîners de gala. Je voulais comprendre avant d'agir. J'avais appris que la vengeance est inefficace si elle n'est pas parfaitement orchestrée. Je me disais que peut-être je me trompais, que c'était la routine, que je vieillissais et que mes insécurités fabriquaient des ombres là où il n'y avait que fatigue. Mais un soir, alors que je regardais Éric dormir, j'ai compris qu'il ne me regardait plus. Depuis longtemps, il ne me touchait plus avec désir,
Il ne riait plus à mes sarcasmes. Il y avait une distance dans notre lit, dans notre maison, dans sa voix. Une distance qu'aucun voyage, aucun cadeau, aucun mot ne pourrait combler. C'est à ce moment-là, allongé dans notre chambre plongée dans le silence, que j'ai su. Quelque chose s'était brisé, et il ne restait qu'une question. Jusqu'où cela allait-il aller? C'était un mardi matin. 8h30, peut-être un peu plus. Je me trouvais dans une suite impersonnelle mais luxueuse d'un hôtel à Zurich. Le ciel était gris, ma tasse de thé encore chaude, et je venais à peine de relire les dernières clauses d'un contrat de fusion que je devais signer dans quelques heures. Une routine bien huilée, presque confortable. Puis, mon téléphone a vibré. Une vibration brève, mais suffisante pour me figer. L'écran affichait le nom de Lucie, ma gestionnaire personnelle. Elle ne m'appelait jamais sans raison. J'ai décroché. « Camille, excusez-moi de vous déranger, mais Eric n'est pas rentré cette nuit. » Sa voix avait cette inflexion que je connaissais bien, la peur mêlée au devoir. Et il ne répond à aucun appel. Il m'a fallu quelques secondes pour répondre. À l'intérieur, un frisson, comme si une fenêtre invisible s'était ouverte dans mon esprit. J'ai demandé si elle avait essayé plusieurs fois. Elle a dit oui, puis s'est tue. J'ai raccroché, le cœur lourd. Ce n'était pas encore de la douleur, plutôt un vide, une absence, un pressentiment qui au fond existait depuis longtemps. J'ai immédiatement appelé son portable. Boîte vocale. J'ai réessayé. Rien. J'ai tenté Justine. Même résultat. Ce silence en cascade a laissé place à une première certitude. Ce n'était pas un oubli. Ce n'était pas une coïncidence. J'ai terminé la réunion prévue ce jour-là sans fléchir. Mon visage n'a rien trahi. Je savais compartimenter, masquer, garder la tempête en silence. Mais dans l'avion de retour, chaque minute semblait rallonger l'angoisse. En arrivant à notre appartement de Lyon, tout m'a semblé figé. Pas un bruit, pas une lumière. La serrure n'avait pas été forcée. Tout était en place, sauf l'essentiel. Je suis entrée dans notre chambre. La penderie d'Éric était à moitié vide. Il avait pris ses costumes, ses chaussures italiennes, ses montres. Le tiroir des passeports avait été ouvert. La boîte de sécurité dans mon bureau, celle que seuls nous deux connaissions, était entr'ouverte. En m'approchant, j'ai compris qu'elle avait été forcée. Les documents sensibles, les relevés bancaires, les titres de propriété, le double des clés de notre maison du Luberon, tout avait disparu. J'ai senti mes jambes faiblir, mais je ne me suis pas effondrée. Je suis restée debout, droite, presque absente. Puis j'ai appelé mon avocat. J'ai parlé calmement, comme si je lisais une note interne. Eric est parti, avec Justine. Ils ont vidé plusieurs comptes. Ils ont pris des documents. Je veux tout savoir. Chaque mouvement, chaque transaction, chaque visage rencontré. Ce soir-là, je me suis assise dans le salon, face aux grandes baies vitrées donnant sur la ville. Lyon semblait intacte, indifférente à mon désastre intime. J'ai laissé passer la nuit sans bouger. J'ai pensé à nos années ensemble, à nos voyages, à ses sourires, à ses silences. J'ai cherché en vain le moment précis où tout avait basculé. Mais les trahisons ne laissent pas toujours de traces visibles. Elles s'installent en douceur, comme une maladie silencieuse. 3 jours plus tard, les premiers rapports de mon équipe d'enquête sont arrivés. Eric avait utilisé sa procuration pour transférer des fonds de 2 de nos comptes communs vers une entité offshore inconnue. Montant total, 52 millions d'euros. Justine, de son côté, avait vidé son compte personnel. Plus, troublant encore, plusieurs objets d'art avaient disparu de notre résidence secondaire, des pièces rares, inestimables, jamais assurées par choix de discrétion. Un employé de notre résidence avait vu Justine charger une voiture avec des sacs et une grande valise, accompagnée d'un homme portant une casquette et des lunettes de soleil. Ils avaient quitté la propriété au petit matin. Aucun billet, d'avion à leur nom. Aucune location de voiture traçable, juste le vide. Et un goût amer dans ma bouche. Puis, un message. Anonyme. 3 phrases envoyées depuis un numéro étranger. Ne nous cherche pas. C'était mieux ainsi. Tu as déjà tout. Laisse-nous. Aucune signature, mais je savais.
Je connaissais ce ton, cette formulation. C'était elle. Justine. Une audace presque enfantine. Elle croyait que je lâcherais. Elle croyait que l'amour m'affaiblirait. Elle ne me connaissait pas. Ce soir-là, j'ai pleuré. Une seule fois. Pas pour l'argent, pas pour les objets, perdus, mais pour l'humiliation, la trahison, la conscience que, malgré toutes mes précautions, toutes mes défenses, j'avais laissé entrer le loup dans la bergerie. Éric n'était pas un mari blessé ou perdu, il était un prédateur, et moi sa cible patiente. À partir de là, j'ai changé de rythme. Fini les hésitations, fini le doute. J'ai mobilisé mes contacts les plus discrets. J'ai fait appel à un ancien commandant de gendarmerie spécialisé dans les disparitions volontaires. J'ai contacté un fiscaliste de Genève pour suivre les transferts d'actifs. Je ne voulais pas seulement récupérer ce qu'il avait volé. Je voulais comprendre l'ampleur du piège dans lequel j'étais tombée. Et plus les jours passaient, plus les fils de cette toile devenaient visibles. Ce n'était pas une simple fuite d'amoureux. C'était une opération soigneusement orchestrée. Et si Éric avait prévu ce départ, il avait aussi tenté autre chose. Quelque chose de bien plus grave. Je pensais avoir touché le fond lorsque j'ai appris qu'Éric avait fui avec Justine. Je croyais que la trahison culminait avec ce départ, précipité, l'argent volé et les documents emportés. Mais ce n'était que la surface. Ce n'était que la blessure visible, celle qu'on montre aux médecins, celle qui saigne. Il restait encore la fracture profonde, celle qui ne se voit pas sans scanner, celle qui, si on ne l'extrait pas, finit par pourrir de l'intérieur. 3 jours après leur disparition, j'ai convoqué mon cabinet d'audit privé dans une salle confidentielle de mon siège social. J'ai exigé que tout, absolument tout, soit analysé. Flux bancaire, mouvement de compte, accès informatique, signature sur les dernières autorisations. Je leur ai donné 48 heures. Ils en ont mis 36. Et ce qu'ils ont trouvé a dépassé toutes mes craintes. Éric avait falsifié ma signature. Pas une fois, pas 2, mais à au moins 16 reprises, sur des documents de transferts internes, des procurations, et même sur des ordres d'investissement. Il avait tenté de déplacer des fonds dormants, ceux que je n'utilisais jamais, ceux que seul moi et mon notaire savions exister. Des fonds anciens hérités de mon père, sécurisés dans une structure opaque à Londres, protégés par une clause inflexible. Aucun accès sans activation personnelle, en présence physique, devant notaire. Il avait échoué. Grâce à cette clause. Grâce à ma méfiance héréditaire. Mais l'intention, elle, était là. Éric ne s'était pas contenté de me trahir sentimentalement. Il m'avait étudié. Il avait appris mes routines, mes failles, mes habitudes de travail. Il avait compris que je relisais toujours les contrats, mais jamais les récapitulatifs internes, ceux confiés à mon équipe. Il avait introduit ces faux documents là où je ne regardais pas. Il avait agi lentement, patiemment, pendant des mois, peut-être des années. Le total des sommes qu'il avait tenté de détourner s'élevait à plus de 600 millions d'euros. Une somme astronomique. 1/3 de mon empire. L'ampleur du plan me glaçait. Il n'avait pas fui sur un coup de tête. Il avait bâti une opération complète, presque militaire. Justine, je le comprenais maintenant, n'était pas qu'une simple complice romantique. Elle avait eu accès à mes habitudes domestiques, à mes déplacements, à mes horaires. Elle avait été les yeux et les oreilles d'Éric à l'intérieur de mon quotidien. Je me suis demandé s'ils s'étaient rencontrés par hasard, si c'était lui qui l'avait séduite, ou si elle était déjà dans le plan depuis le début. Était-elle une actrice, une voleuse, une amoureuse désespérée? Je ne savais plus. Et à vrai dire, cela n'avait plus d'importance. Ils m'avaient prise pour cible tous les deux, et j'avais mordu à l'hameçon. Mais ils avaient fait une erreur. Une seule. Ils avaient sous-estimé mon silence. Dans les jours qui ont suivi, j'ai convoqué mes avocats, mes experts en cybercriminalité, mes fiscalistes. J'ai établi une cartographie complète des accès frauduleux. J'ai renforcé les protections restantes. J'ai gelé toutes les lignes suspectes. J'ai fermé des comptes, annulé des procurations, lancé des enquêtes sur chaque société dans laquelle Éric avait eu la moindre implication. Je n'ai rien laissé passer. Je suis retournée dans la maison du Luberon. Celle que nous avions décorée ensemble, pierre après pierre, tableau après tableau. Chaque pièce respirait encore son parfum.
Mais je n'ai pas cédé à la mélancolie. J'ai inventorié tout ce qui manquait. Les sculptures, les objets d'art, les bijoux anciens. Et j'ai contacté des galeries, des antiquaires, des commissaires-priseurs. Je leur ai envoyé les descriptions, les photos, les certificats. Je leur ai demandé une chose simple. Soyez mes yeux. Prévenez-moi si quelque chose refait surface. C'est là, dans cette maison silencieuse, que j'ai senti la colère s'installer en moi. Pas la rage explosive. Non, une colère dense, froide, lucide, une détermination absolue. Eric n'était pas seulement un mari infidèle, c'était un prédateur. Et moi, je n'étais pas une victime. J'étais une stratège. J'étais celle qui allait reprendre le contrôle. Non pas pour récupérer ce qu'on m'avait volé, mais pour leur apprendre que certaines femmes ne tombent pas. Elles reculent, elles observent et elles frappent. Juste au bon moment. Je ne leur courais pas après. Je ne crierais pas dans les journaux. Je ne me ridiculiserais pas à pleurer à la télévision. Ce n'était pas mon style. Moi, j'allais faire autrement. Invisiblement. Silencieusement. J'allais les traquer, les observer et les ramener à moi. Non pas par vengeance, mais pour que justice soit faite. À ma manière. Et pour cela, je savais que je devais attendre. Patienter. Et préparer le terrain. Je n'avais pas encore eu le temps de refermer les blessures internes que la presse s'en est mêlée. Cela a commencé par une rumeur, un article discret dans un site de potins financiers insinuant que la dame de fer lyonnaise aurait subi une trahison conjugale doublée d'un détournement de fonds. Le ton était mesquin, presque moqueur, comme s'il fallait à tout prix déconstruire mon image pour la rendre consommable. Puis, les médias traditionnels ont repris. Les mots ont changé, mais le message restait le même. La millionnaire, dupée. Quand l'amour coûte 600 millions. Éric Moreau, le mari envolé. Il y avait dans chaque titre une satisfaction perverse à voir ma réputation écorchée. Il ne disait pas que j'avais été prudente, méthodique, protectrice. Non. Il préférait la version romantique et cruelle. Une femme trop puissante, trop riche, trahie par un homme plus jeune et une jolie domestique. Ils en faisaient une histoire d'orgueil, de vanité. Une tragédie moderne où je jouais, malgré moi, le rôle de la reine déchue. Je me suis retrouvée traquée. Chaque sortie devenait un risque. Les photographes m'attendirent devant mon immeuble. Des spies, journalistes se faisaient au passé pour des livreurs. Des drones survolaient mon domaine du Luberon. L'intimité n'était plus qu'un souvenir lointain. Pire encore, mes proches se sont mis à se taire. Pas un mot de soutien, pas une main tendue. Certains m'évitaient dans les réunions. D'autres m'envoyaient des messages polis, impersonnels, comme si ma douleur était contagieuse. Même, au sein de mon entreprise, l'atmosphère s'était alourdie. Les regards changeaient. On me parlait avec précaution, comme à une femme fragile. Certains actionnaires ont exigé une réunion d'urgence. Ils craignaient pour la réputation du groupe. Pour les investissements. Pour la stabilité des projets en cours. J'ai répondu présente, bien sûr. J'ai enfilé un tailleur sombre, attaché mes cheveux, et j'ai pris place en bout de table, droite, le regard clair. Je leur ai parlé en chiffres. En fait, j'ai exposé les mesures prises, les comptes, gelés, les procédures engagées. J'ai évoqué la tentative d'escroquerie, les clauses de sécurité activées, la récupération partielle des avoirs. Mais je sentais que cela ne suffisait pas. Derrière leurs hochements de tête, il y avait la peur. Pas de perdre de l'argent, mais de voir leur héroïne tomber, leur pilier faiblir. Camille Dubois, l'intouchable, n'était plus qu'une femme trompée. Et cela, dans leur monde, valait plus que n'importe quelle erreur stratégique. Je suis rentrée chez moi ce soir-là et je me suis regardée longuement dans le miroir. Mon visage portait les marques de la fatigue. Les cernes, les rides naissantes, la tension autour de la bouche. J'ai retiré mes boucles d'oreilles lentement, une à une, comme si je me défaisais d'une armure. Puis j'ai ouvert un tiroir, pris un carnet vierge et j'ai écrit une seule phrase. « Le monde veut me voir tomber. Je vais le surprendre. » Le lendemain, j'ai annoncé publiquement que je me retirais temporairement des affaires.
Pas pour fuir, pas pour me cacher, mais pour restructurer, réorganiser, réfléchir. Je savais que ce geste serait perçu comme une défaite. Mais moi, je le voyais comme une manœuvre. Se retirer, c'est parfois le seul moyen d'avancer sans être vu. J'ai confié l'intérim à mon bras droit, une femme loyale et redoutablement compétente. J'ai désactivé mes réseaux sociaux. J'ai fermé mon agenda. Puis, j'ai disparu. Pas du monde, mais du regard des autres. Je suis allée là où personne ne pensait me trouver. Un petit appartement discret, en bordure d'Aix-en-Provence, loué sous un faux nom. Un lieu sans luxe, sans art, sans écho. De mon ancienne vie, juste des murs blancs, un canapé dur et une table sur laquelle poser mes plans. C'est là que j'ai commencé à dessiner ce que j'allais faire. Je n'étais plus dans l'urgence de la douleur. J'étais dans le temps long de la stratégie. Je ne voulais pas une revanche impulsive. Je voulais une réponse à la hauteur de ce que j'avais subi. Une réponse élégante, silencieuse, mais implacable. Je me suis promenée dans les rues, en observant. J'ai parlé à des commerçants, à des propriétaires de petits établissements. J'ai écouté leurs histoires. J'ai noté les noms. J'ai cherché un lieu, un espace, un point de départ. Non pas pour reconstruire ma vie, mais pour tendre un piège. Ils pensaient que j'allais m'effondrer, que je passerais des mois à pleurer sur des photos anciennes, mais ce qu'ils ignoraient, c'est que je n'avais jamais vraiment eu besoin d'eux, ni d'Éric, ni de Justine. J'avais besoin de lucidité. Et désormais, je l'avais. Je savais qui j'étais et ce que j'allais faire. Je pensais avoir pris assez de distance, suffisamment de recul pour regarder cette histoire comme une stratège, non plus comme une femme blessée. Mais rien ne m'avait préparé à ce que j'allais découvrir, par pur hasard, au milieu d'une pile de documents sans importance. J'étais dans mon appartement provisoire, à Aix-en-Provence, entouré de feuilles volantes, de dossiers, de copies de relevés bancaires que mes auditeurs m'envoyaient quotidiennement. Je les relisais une énième fois, espérant capter un détail que tout le monde aurait négligé. Et puis, ce fut là. Une ligne anodine. Une transaction d'un montant modeste, mais dont l'intitulé m'a glacé. Une vente effectuée dans une boutique de bijoux anciens à Marseille. Je me souvenais parfaitement de l'objet, un pendentif en or blanc, orné de petites pierres bleues, ayant appartenu à ma grand-mère. Un bijou que je n'avais jamais porté, mais que j'avais conservé par respect, rangé dans une boîte ancienne, dans un tiroir discret de notre maison du Luberon. Ce pendentif faisait partie des objets subtilisés, mais je ne l'avais pas mentionné à la police, estimant que son absence était moins importante que les pertes financières. Et pourtant, voilà qu'il refaisait surface. Vendu pour une somme dérisoire. Cela ne collait pas avec le profil d'une fuite bien financée. Pourquoi écouler des objets aussi rares, aussi symboliques, pour de petites sommes en liquide? Cela n'avait de sens que si l'argent venait à manquer. Ce détail en apparence insignifiant fut le déclic. J'ai immédiatement contacté l'antiquaire mentionné sur la facture, j'ai utilisé une fausse identité, une voix légèrement modifiée, un vocabulaire différent. Je lui ai demandé s'il avait d'autres objets de la même provenance. Il a hésité, puis m'a dit qu'un couple jeune, une femme blonde et un homme brun, environ la quarantaine, venaient régulièrement depuis quelques semaines pour vendre des pièces de valeur. Toujours contre du liquide, toujours avec précaution. Je me suis rendue là-bas le lendemain, sans prévenir. Marseille m'a accueilli avec son brouhaha habituel, son mélange de négligence et d'urgence. L'antiquaire m'attendait. Il m'a reconnue immédiatement, même si je portais des lunettes sombres et un foulard. Il n'a rien dit. Il m'a seulement tendu une enveloppe contenant des photocopies de tickets de vente, accompagnées de descriptions sommaires. Il m'a également montré les images de sa caméra de sécurité. Là, sur l'écran poussiéreux, je les ai vues. Éric, un peu amaigri, barbe naissante. Justine, vêtue simplement, regard inquiet. Il semblait tendu, nerveux. Rien à voir avec le couple triomphant que j'avais imaginé. Ils étaient en vivant, ensemble, mais pas heureux, pas libres, et surtout, à portée de main. J'ai quitté la boutique sans un mot. Mon cœur battait vite, mais pas d'émotion. D'adrénaline.
J'étais sur une piste. Une vraie. Plus qu'un simple signal. Une trajectoire. Je me suis installée dans un petit café du Vieux-Port. Le soleil réchauffait la pierre, mais je ne sentais rien. J'étais déjà ailleurs, dans mon esprit, en train de construire la suite. Je savais que je ne pouvais pas les confronter ici. Trop risqué, trop tôt. Mais je pouvais les attirer, les forcer à venir à moi. Et pour cela, il me fallait un lieu, un décor, une illusion parfaite. C'est à ce moment que l'idée m'est venue. Une évidence, presque brutale. S'ils étaient en train de vendre des objets pour survivre, c'est qu'ils avaient besoin d'argent. S'ils cherchaient de l'argent, ils allaient devoir travailler. Et s'ils devaient travailler, ils seraient vulnérables. Fatigués, distraits, recrutables. J'ai pris le train pour Aix dans l'après-midi, le carnet rempli de notes, d'horaires, de noms. Et dès le lendemain, j'ai commencé mes recherches. Je n'avais pas besoin d'un hôtel ordinaire. Il me fallait une façade, un écrin. Quelque chose d'authentique, mais malléable. Un lieu où je pourrais tout contrôler. Les accès, les couloirs, les horaires, les visages. En moins d'une semaine, j'ai trouvé. Un ancien hôtel de charme, à l'abandon, mais avec une structure solide. 3 étages, un petit jardin, intérieur. Une salle de réception élégante mais fatiguée. Le propriétaire, un homme d'un certain âge, était prêt à vendre rapidement. J'ai utilisé un prête-nom, une société écran que j'avais créée bien avant cette histoire, pour des investissements confidentiels. La transaction fut discrète, rapide, indétectable. Et alors, j'ai commencé les rénovations. J'ai embauché des artisans triés sur le volet. J'ai supervisé chaque décision, chaque meuble, chaque rideau. Ce lieu ne serait pas seulement un hôtel, ce serait un théâtre. Et eux, mes invités d'honneur, y tiendraient les rôles principaux. Mais pour cela, il me fallait encore attendre, patienter, observer leurs mouvements, continuer à suivre leurs ventes, leurs déplacements. J'ai engagé un détective privé à Marseille. Il était discret, expérimenté, sans curiosité. Je lui ai seulement demandé de noter les lieux qu'il fréquentait, les heures, les contacts. Il m'a envoyé un premier rapport 2 jours plus tard. Ils avaient changé de logement 3 fois en un mois, toujours dans des quartiers modestes, toujours sous des noms différents. Ce n'était plus un couple en fuite, c'était un couple en chute, et j'étais prête à les recueillir. Non, pour les sauver, mais pour les enfermer, dans mon monde, à mes conditions. L'achat de l'hôtel n'était que la première pièce du puzzle. Ce qui allait suivre exigeait précision, patience et un certain sens de la mise en scène. Je ne voulais pas seulement les observer, je voulais les attirer, les faire entrer dans ma toile comme des insectes confiants, incapables de voir les fils de soie qui les entouraient. Et pour cela, tout devait paraître naturel. Un établissement charmant, nouveau dans le paysage d'Aix-en-Provence, avec juste ce qu'il faut de discrétion et d'opportunité. Les travaux ont duré 3 mois. Chaque détail passait par moi, les tons des murs, les poignées des portes, le grain du tissu des rideaux. Rien n'était laissé au hasard. J'avais transformé le lieu en un hôtel-boutique élégant, d'un goût raffiné, mais accessible, suffisamment modeste pour accueillir des profils ordinaires, mais assez soignés pour attirer ceux qui cherchaient à se réinventer. Je l'ai baptisé le Lys Blanc, un nom neutre, sans attache personnelle, mais chargé de symboles que seuls les plus attentifs sauraient lire. Le site Internet fut lancé sans fanfare, avec des photos soignées, une histoire fictive et une équipe imaginaire. Tout était prêt, sauf les personnes que je voulais y voir. Je savais qu'Éric et Justine avaient quitté Marseille. Mon enquêteur m'avait confirmé qu'ils avaient été vus dans une petite ville de la périphérie, à la recherche de travail. Leurs ressources s'amenuisaient. Les objets de valeur s'épuisaient. Ils n'avaient plus d'amis, plus d'alliés, juste l'un l'autre, et une peur croissante, visible sur chaque image que je recevais. J'ai diffusé une annonce discrète pour des postes de réceptionniste de nuit et de femme de chambre dans le Lys Blanc. Pas sur les grands sites, pas avec des agences, juste dans les circuits secondaires, les petites agences locales, les groupes fermés. Des endroits où l'on ne regarde pas de trop près le passé d'un candidat. L'annonce précisait des horaires flexibles,
une discrétion absolue requise et un logement possible à proximité. Elle était faite pour eux. Et ça a marché. 2 semaines plus tard, mon assistante fictive, une jeune femme engagée, pour servir d'intermédiaire et garder mon identité cachée, m'informa qu'un couple s'était présenté. Lui, Éric, sous le nom d'Alexandre Perrin. Elle, Justine, rebaptisée Claire Dumont. Ils avaient l'air fatigués, mais déterminés. Ils avaient menti sur tout, bien sûr. Faux curriculum vitae, fausses références, faux parcours. Mais je connaissais la vérité. Et cela me suffisait. Je les ai engagés. Éric comme réceptionniste de nuit. Justine comme femme de chambre. Tous deux logés dans un petit studio aménagé pour les employés, juste derrière l'hôtel. Je les ai vus arriver par les caméras, une valise chacun, les traits tirés, la démarche prudente. Ils n'étaient plus le couple souriant que j'avais autrefois photographié lors d'une croisière en Méditerranée. Ils n'étaient plus que l'ombre de leur complot. Dès le premier soir, j'ai passé des heures à les observer depuis ma pièce secrète, un ancien bureau du directeur, réaménagé avec des écrans de surveillance. Justine faisait le ménage avec une lenteur inhabituelle. Éric s'appliquait à paraître irréprochable, accueillant les rares clients avec une courtoisie trop parfaite. Ils ignoraient tout, de moi, de l'hôtel, du piège. Et moi, j'étais là, chaque soir, à les regarder vivre cette nouvelle vie. Une vie modeste, banale, faite de draps à repasser et de portes à ouvrir. Le luxe qu'ils avaient convoité, l'argent qu'ils avaient tenté de voler, tout cela leur échappait à présent. Ils nettoyaient, servaient, obéissaient. Et plus les jours passaient, plus je voyais leurs masques se fissurer. Parfois, ils se disputaient discrètement dans les couloirs, croyant que personne ne les entendait. Parfois, Justine pleurait en silence dans la buanderie. Éric la fuyait, évitait les contacts, dormait dans une pièce à part. Je les avais forcés à cohabiter avec leur propre trahison. Et chaque seconde de cette vie imposée était un rappel, une sentence douce et lente. Mais je ne jubilais pas. Ce n'était pas la vengeance qui me guidait, c'était la maîtrise, le contrôle. Ils avaient voulu me dépouiller. Ils avaient cru pouvoir effacer mon nom, ma volonté, mon pouvoir. Mais je les avais pris sans les toucher. J'avais inversé les rôles. J'étais l'architecte de leur quotidien. Chaque tâche qu'ils accomplissaient, chaque ordre qu'ils recevaient venait, indirectement, de moi. Le personnel ne savait rien. Personne ne faisait le lien entre Camille Dubois et la propriétaire du Lys Blanc. Les employés pensaient que l'hôtel appartenait à un investisseur étranger. Et moi, j'étais simplement la responsable administrative qui passait parfois discrètement, toujours à l'arrière. Je les ai laissés s'installer dans cette routine. 30 jours, puis 40. Leurs visages se creusaient. Leurs gestes devenaient mécaniques. Ils ne souriaient plus, même entre eux. Je notais chaque changement, chaque faiblesse. Ce n'était plus qu'une question de temps. Le moment viendrait où je pourrais les regarder dans les yeux, sans masque, sans mur, sans médiation. Mais pour cela, il fallait attendre encore un peu, laisser la tension monter, laisser le décor se refermer doucement sur eux. Bientôt, je les affronterais. Et ils sauraient. Je les observais depuis plus d'1 mois. Chaque jour, chaque nuit, ils vivaient dans mon piège sans le savoir. Je les avais ramenés dans mon univers, dans un décor façonné à la perfection, où chaque décision leur appartenait, en apparence. En vérité, je tirais chaque ficelle. Je décidais des clients qu'ils voyaient, des chambres qu'ils nettoyaient, des horaires qu'ils subissaient. Et plus je les regardais évoluer, plus je comprenais que la chute ne les avait pas seulement affaiblis, elle les avait brisés. Justine avait perdu sa légèreté. Elle, qui autrefois entrait dans ma maison avec une aisance feinte, posant ses mains avec soin sur mes meubles comme si elle faisait partie du décor, n'était plus qu'une silhouette voûtée, accrochée, à un chariot de ménage. Son regard fuyait, ses gestes étaient hésitants. Elle évitait les conversations, parlait à voix basse, se recroquevillait quand un client haussait le ton. Sa jeunesse s'était éteinte. Ou peut-être que ce que j'avais pris pour de la jeunesse n'était qu'illusion. Éric, lui, conservait encore une sorte de posture. Il marchait droit, parlait avec assurance, essayait de séduire les clientes en affichant un charme fabriqué.
Mais ce n'était plus le même homme. La nuit, lorsqu'il croyait être seul dans la réception, je le regardais fixer l'écran de l'ordinateur, l'air vide. Il tapotait nerveusement sur le comptoir, soupirait souvent, se frottait le front comme s'il portait un fardeau invisible. Il ne savait pas que, pendant ces instants, je notais tout. Ses habitudes, ses expressions, ses moments de faiblesse. Je vivais à quelques mètres d'eux, dans une aile privée de l'hôtel que personne n'utilisait. Un ancien bureau transformé, un appartement discret. Je pouvais circuler sans être vue, passer par des couloirs réservés au personnel, éviter les regards. Mon existence dans cet espace était une rumeur, une ombre que personne ne questionnait. Le personnel parlait de moi comme d'une propriétaire, distante, rarement présente. Et cela me convenait parfaitement. Un jour, en passant discrètement près de la buanderie, j'ai entendu Justine pleurer. Des sanglots étouffés, comme si elle tentait de les retenir. Je me suis arrêtée, pas par compassion, par curiosité. Elle murmurait des choses incompréhensibles. Puis, j'ai entendu Éric. Il l'avait rejointe, lui parlait sèchement. Il lui reprochait d'être faible, de ne pas tenir le coup. Il parlait d'un plan qui n'avait pas marché, d'une erreur de jugement. Elle l'a supplié de partir. Il a claqué la porte. À cet instant, j'ai compris qu'ils ne formaient plus un couple. Juste deux naufragés coincés sur le même radeau. Cette tension grandissante entre eux me rassurait. Elle prouvait que leur union n'était qu'opportunisme. Une alliance de circonstances, fondée sur l'avidité, non sur l'amour. Ils s'étaient détruits en tentant de me détruire. Et maintenant, ils n'étaient plus capables de se soutenir. Je n'avais pas besoin d'intervenir. Ils faisaient le travail eux-mêmes. Je passais des heures à les observer depuis ma salle de contrôle. Le moindre échange entre eux devenait un indice. Parfois, ils se retrouvaient dans le jardin à la fin de leur service. Ils parlaient peu. Justine restait debout, les bras croisés. Éric s'asseyait, fumait en silence. Il ne la regardait plus. Elle ne le touchait plus. L'intimité s'était évaporée, remplacée par une sorte de tolérance glacée. Je savais qu'il commençait à se poser des questions. Pourquoi personne ne demandait jamais de référence? Pourquoi la propriétaire n'apparaissait jamais? Pourquoi leurs horaires semblaient si précisément calibrés? Mais la peur les maintenait dans le silence. Ils ne voulaient pas perdre ce travail. Ils n'avaient nulle part où aller. Je leur avais offert une cage dorée, et ils s'y accrochaient, comme à leur dernier espoir. Pour parfaire l'illusion, j'ai organisé une soirée de gala à l'hôtel. Un événement chic, mais discret, avec des invités triés sur le volet. Je voulais voir comment ils réagiraient à la pression. Comment ils se comporteraient dans un cadre qui leur rappelait leur ancienne vie, celle qu'ils avaient trahie. Éric, costumé, servait les coupes de champagne avec un sourire figé. Justine, en blouse impeccable, passait parmi les invités, avec un plateau de petits fours. Aucun d'eux ne levait les yeux. Aucun d'eux ne savait que je les observais depuis le balcon, derrière une vitre teintée. Le contraste me frappa. Moi, en hauteur, les dominant silencieusement. Eux, au service des autres, s'effaçant dans le décor. Cette scène résumait tout. Le retournement était complet. J'étais redevenue maîtresse de mon récit. Eux n'étaient plus que des figurants. Mais une chose me troubla ce soir-là. Justine croisa brièvement le regard d'une invitée, une ancienne connaissance à moi. Elle eut un mouvement de recul, une expression de panique, puis un effort visible pour se composer un visage neutre. L'invitée, elle, ne sembla pas la reconnaître. Mais moi, je compris. Justine avait peur, terriblement peur que quelqu'un découvre leur présence ici. Qu'un mot, un visage, un détail brise l'illusion. Cela me prouva qu'ils n'étaient pas seulement perdus, ils étaient en fuite permanente. Et moi, j'étais devenue leur refuge toxique. Je savais que le moment du dévoilement approchait, mais je ne voulais pas me précipiter. Le spectacle n'était pas encore à son apogée. Il fallait les laisser s'épuiser encore un peu, s'enfoncer davantage, se haïr peut-être, ou se trahir. Car dans ce théâtre invisible, le rideau ne tomberait qu'une fois le dernier acte joué, et j'étais la seule à en connaître le texte. Plus les jours passaient, plus je me sentais prise dans un paradoxe.
D'un côté, j'observais Eric et Justine s'enfoncer dans une routine morne, douloureuse, presque absurde. Chaque geste qu'ils accomplissaient dans cet hôtel, mon hôtel, résonnait comme une revanche silencieuse. Ils n'étaient plus que les ombres d'eux-mêmes, prisonniers d'une mascarade dont j'étais l'unique spectatrice consciente. De l'autre, une question me rongeait. Que ferais-je quand le moment du face-à-face arriverait? Je m'étais longtemps nourrie de cette image. Moi, entrant dans le hall, leur apparaissant soudainement, figé dans leur regard comme un fantôme revenu du passé. Je me l'étais représenté 1000 fois. Eric pâlissant, Justine s'effondrant. Le silence qui suivrait, mais aujourd'hui, je n'étais plus certaine de vouloir ce choc frontal. Parce que la vengeance, dans sa forme brute, n'avait plus le même goût. Elle n'était pas vide, mais elle était différente. Adoucie peut-être. Ou simplement mûre. Un soir, je les ai écoutés discuter à voix basse, dans le petit espace derrière la réception. La caméra audio captait des bribes. Justine voulait partir. Elle disait ne plus supporter l'atmosphère, les regards, le silence. Eric tentait de la calmer, sans conviction. Il évoquait un projet, une opportunité qu'il allait bientôt saisir. Mais sa voix n'avait plus l'assurance d'autrefois. Il promettait sans croire. Elle tremblait sans répondre. Ils n'étaient plus partenaires. Juste deux étrangers réunis par un crime commun et un présent trop lourd à fuir. Je les regardais s'enliser, et pourtant, quelque chose en moi résistait à les anéantir. Était-ce de la pitié? Non. Je ne leur souhaitais aucun bonheur, aucune échappatoire, mais je ne voulais pas devenir ce qu'ils étaient devenus. Des êtres vides, guidés par le manque, par la peur, par le ressentiment. Moi, j'avais encore mon nom, ma force, mon intelligence, mon empire. Alors j'ai fait une pause. 3 jours. Sans regarder les caméras, sans écouter les enregistrements, j'ai quitté Aix pour la maison du Luberon. Là, parmi les cyprès et les murs de pierre, j'ai retrouvé un silence plus ancien, plus profond. C'était là que j'avais partagé mes moments les plus paisibles avec Eric. Ironie ultime, c'était aussi de là qu'il avait tout volé. J'ai marché dans le jardin, j'ai ouvert les volets, j'ai respiré ce parfum de lavande et de bois sec. Et j'ai réfléchi. Je me suis demandé pourquoi je n'avais pas encore mis fin à ce théâtre. Pourquoi je les gardais là, comme des pantins, au lieu de leur arracher le masque et de leur imposer la vérité. Peut-être parce que ce n'était pas encore le bon moment. Ou peut-être parce qu'il me fallait une dernière preuve, une justification, un élément indiscutable qui effacerait tout scrupule. Et ce fut exactement ce que je reçus à mon retour. Un rapport, envoyé par mon détective. Un document de 20 pages. Il retraçait les dernières semaines d'Eric avant sa disparition. Il avait, en réalité, entamé ses manœuvres bien avant que je ne commence à douter. Des faux rendez-vous, des voyages secrets, des rencontres avec des personnes douteuses, des tentatives d'ouverture de comptes dans des paradis fiscaux. Et un détail décisif. Il avait tenté de convaincre un notaire véreux de falsifier les papiers d'un fonds d'investissement à mon nom. Ce n'était pas seulement un vol. C'était une guerre qu'il avait déclarée. Et j'étais l'ennemi, à abattre. Justine, elle, avait menti dès son premier jour. Elle n'avait jamais été cette jeune fille timide venue chercher une vie meilleure. Elle avait déjà travaillé ailleurs, et toujours brièvement, toujours dans des foyers riches. Elle avait été complice d'Eric depuis leur première rencontre. Elle savait, elle participait. Elle n'était pas une victime, juste une autre prédatrice, moins habile, plus émotive. En lisant ce rapport, j'ai su. La confrontation n'était plus un choix, c'était une nécessité, pas pour apaiser ma douleur, mais pour rétablir l'équilibre. Et pourtant, une question restait en suspens. Comment le faire? Devais-je entrer soudainement, les accuser face aux autres, les écraser sous le poids de ma vérité? Ou devais-je être plus subtil, plus stratégique, leur tendre un dernier piège, une ultime humiliation avant de les exposer? Ce dilemme me hantait jour et nuit. Et dans cette hésitation, je reconnaissais ma propre transformation. J'étais devenue autre, moins impulsive, plus dangereuse. Je préparais une réunion, officiellement,
pour évaluer le personnel. Officieusement, pour activer la dernière phase. Ils allaient y être convoqués. Séparément d'abord. Puis ensemble. Je ne serais pas là au début. Une autre personne mènerait les entretiens. Une femme à qui j'avais confié mes instructions. Et moi, j'entrerais à la fin, au moment exact, quand le silence serait le plus pesant, quand la tension serait à son comble. Je voulais voir leurs yeux, entendre leurs justifications, sentir leur peur, non pas pour les frapper, mais pour les regarder sombrer. Pour qu'ils sachent, pour qu'ils n'oublient jamais. Car ce qu'ils avaient volé, ce n'était pas seulement de l'argent, des biens, des papiers. Ils avaient volé ma confiance, mon intimité, mon nom. Et cela, je ne le pardonnerai jamais. À la veille de la confrontation que j'avais minutieusement planifiée, une rencontre inattendue est venue bouleverser l'axe que j'avais patiemment tracé. C'était un matin ordinaire à Aix-en-Provence. J'étais sortie discrètement pour prendre un café dans un petit établissement à l'abri des regards, comme je le faisais parfois pour tromper l'isolement de ma double vie. Je portais mes lunettes sombres, mon manteau beige, rien d'ostentatoire. J'attendais simplement que le jour commence, que l'hôtel reprenne sa mécanique silencieuse. C'est là qu'elle est entrée. Hélène Marchand. Une ancienne collaboratrice de ma première société de conseil. Une femme brillante, à l'époque encore plus ambitieuse que moi, mais qu'Éric avait personnellement évincée, prétendant qu'elle n'était pas compatible avec la vision de l'entreprise. Une décision que j'avais acceptée sans trop de résistance à l'époque, absorbée par d'autres urgences, d'autres priorités. Je ne l'avais pas revue depuis plus de 10 ans. Elle m'a reconnue tout de suite, moi aussi. Son regard n'était ni dur, ni tendre, juste lucide. Elle s'est approchée lentement, comme si elle voulait me laisser le temps de fuir, de nier, de faire semblant. Mais je suis restée immobile. Elle a dit « Camille Dubois, ça alors ». Et moi, j'ai simplement répondu « Hélène ». Nous avons pris un café ensemble, d'abord en surface, comme deux anciennes collègues se retrouvant par hasard, mais très vite, la conversation a glissé. Elle m'a dit qu'elle avait suivi les journaux, qu'elle avait vu les photos, lu les articles, et qu'elle avait compris bien plus que ce que les mots disaient. Puis elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a lancé « Tu sais qu'Éric m'a détruite, n'est-ce pas ?» Je n'ai pas répondu. Je n'avais jamais su l'étendue de ce qu'il lui avait fait subir. Et ce qu'elle m'a raconté ensuite a mis fin à tout doute que j'aurais pu encore entretenir. Éric avait non seulement menti pour la faire renvoyer, mais il l'avait aussi accusée de fraude interne, présenté de faux rapports, monté des collègues contre elle, puis proposé de l'aider à se reconvertir en échange de silence. Elle avait refusé, il avait menacé, elle avait perdu son emploi, sa réputation et mis des années à reconstruire sa carrière. Aujourd'hui, elle dirigeait une petite entreprise indépendante, loin de mon monde. Mais la cicatrice était toujours là. « Il recommencera », m'a-t-elle dit. Il n'arrête jamais. Il séduit, il manipule, il prend. Et quand il nie, a plus rien à voler, il jette. Elle m'a ensuite confié qu'elle avait appris, au fil du temps, que d'autres femmes avaient connu le même sort. 2 d'entre elles avaient même intenté des actions en justice, toutes classées sans suite par manque de preuves. Éric était méthodique, patient, invisible. Il agissait toujours dans l'ombre, s'effaçait juste avant que les choses ne s'enveniment. J'écoutais en silence, le cœur lourd, mais l'esprit en feu. Ces révélations étaient plus que des détails sordides. Elles étaient la clé. Je n'étais pas une exception. Je n'étais pas la cible unique d'un coup de folie. J'étais une étape de plus dans un parcours de destruction bien rodé. Et Justine n'était qu'une version actuelle d'un vieux stratagème. Peut-être même sa prochaine victime. En quittant ce café, je ne ressentais plus ni hésitation, ni ambiguïté. Le dilemme du pardon, l'ombre du doute, tout cela s'était dissipé. J'étais une parmi d'autres, et cela me libérait. Je n'avais plus à me débattre avec la question morale. Ce que je faisais n'était pas personnel, c'était nécessaire. J'ai recontacté Hélène le soir même. Je lui ai proposé une chose folle, venir avec moi à la confrontation. Être là, discrètement, comme témoin. Elle a accepté sans hésiter. Pas pour se venger, mais pour boucler une boucle.
pour regarder en face celui qui l'avait écrasée et pour tourner la page, elle aussi, enfin. Je l'ai installée dans une chambre de l'hôtel sous un faux nom. Elle est arrivée discrètement, la veille de la réunion, avec un petit sac de voyage et une élégance simple. Nous avons dîné en silence, presque solennellement. Et avant de nous séparer, elle m'a dit « Merci. Pas pour aujourd'hui, pour ne pas avoir cédé à la facilité. » Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Je suis restée assise dans mon bureau, devant les écrans, regardant Eric et Justine, toujours ignorants de ce qui allait se produire. Ils faisaient leur tâche, comme d'habitude. Mais demain, tout changerait. Demain, le rideau tomberait. Et chacun verrait l'autre tel qu'il est. Le matin de la réunion, je me suis réveillée avant l'aube. Je n'avais pas dormi plus de 2 heures. Peut-être moins. Le ciel au-dessus d'Aix-en-Provence était encore noir, et l'air dans ma chambre semblait chargé d'une tension électrique. Je savais que le jour que j'avais préparé pendant des mois était enfin arrivé. Tout ce que j'avais orchestré allait se jouer dans une pièce exiguë, autour d'une table, avec 2 personnes qui ne me reconnaîtraient pas d'abord, mais dont les visages allaient en se fissurer en direct. Le plan était simple, une réunion d'évaluation convoquée par la direction pour discuter des performances des nouveaux employés. Une pratique fréquente dans le secteur hôtelier. Rien de suspect. J'avais chargé Clarisse, une consultante, que j'avais formée personnellement pour ce rôle, de jouer l'intermédiaire. Elle poserait les questions, noterait les réponses, les pousserait doucement à parler d'eux-mêmes. Mon nom ne serait pas mentionné. Mon visage ne serait visible qu'à la fin. Je me suis rendue au bureau de direction par les couloirs réservés au personnel. Personne ne m'a vue. Hélène était déjà là, installée dans la pièce adjacente, un miroir sans teint entre nous. Elle m'a regardée, m'a souri doucement. Ce sourire-là, ce n'était pas de la joie. C'était un mélange d'apaisement et de détermination. Nous étions 2 femmes qui allaient affronter le même fantôme, 2 survivantes. Clarisse a accueilli Eric le premier. Il est entré dans la pièce avec son assurance habituelle, celle qu'il utilisait pour masquer la peur. Il serra la main de Clarisse, sourit poliment, s'assit sans rien demander. Il pensait que c'était une formalité. Il jouait déjà son rôle, celui de l'employé modèle. Il parlait de ses responsabilités, de ses horaires, de son implication. Clarisse l'écoutait avec patience, puis elle a doucement dirigé la conversation vers son passé professionnel. Vous avez mentionné lors de votre embauche que vous aviez travaillé dans l'événementiel. Pourriez-vous préciser les sociétés, les périodes? Il a hésité. 1 seconde, puis 2. Il a répondu avec un léger flou, une chronologie approximative. Clarisse notait, sans interrompre. Puis elle a demandé « Et qu'est-ce qui vous a amené à changer de vie aussi radicalement ?» Son regard s'est figé. Il a souri à moitié, a parlé de reconversion, de besoin de sens, de fatigue du milieu parisien. Aucun mot sur Lyon, aucun mot sur moi, juste des mensonges polis, enchaînés sans vaciller. Mais moi, je voyais tout. Je lisais, dans chaque mot, chaque regard, chaque silence. C'était un théâtre qu'il maîtrisait bien, mais dont j'étais désormais l'unique metteur en scène. Quand Justine est entrée ensuite, son corps entier trahissait une tension. Elle s'est assise prudemment, les mains crispées sur ses genoux. Clarisse lui parlait avec douceur, presque maternelle. Justine répondait avec un ton fragile, brisé, comme si elle attendait qu'on la frappe. À la question sur son parcours, elle a d'abord menti. Puis, en voyant l'insistance bienveillante de Clarisse, elle a flanché. Je travaillais dans des maisons. À Lyon. J'étais employée de maison. J'ai eu des complications. C'était une période difficile. Ses yeux s'embuaient, déjà. Elle s'accrochait à cette image de victime. Elle parlait d'un mauvais choix, d'un homme qui l'avait entraînée. Elle ne disait pas Eric. Elle disait « il », comme si ce pronom suffisait à effacer sa responsabilité. Clarisse l'écoutait sans juger. Mais moi, je bouillais. Parce que je savais, parce que j'avais vu, et parce que je me souvenais. Puis, le moment est venu. Clarisse leur a demandé de revenir tous les 2 pour un échange commun. Une mise au point, disait-elle,
pour mieux comprendre la dynamique entre collègues. Ils sont entrés, se sont salués à peine. Le silence entre eux était glacial. Clarisse a repris ses questions, douce, directe. Puis elle a posé celle que j'attendais. « Vous avez quitté Lyon ensemble, n'est-ce pas ?» Le choc a été immédiat. Éric a relevé brusquement la tête. Justine a blêmi. Leurs regards se sont croisés. Elle a voulu parler, mais il l'a coupée. Ce n'est pas pertinent. Ce sont des éléments privés. Clarisse a hoché la tête, puis elle a répondu calmement. Je comprends. Mais il est temps que vous sachiez à qui vous parlez. C'est à ce moment-là que j'ai poussé la porte. Le bruit de mes talons sur le parquet a rempli la pièce. J'ai marché lentement. Je me suis postée face à eux, en silence. Éric s'est figé. Justine a plaqué une main sur sa bouche, incapable de retenir un gémissement. Le silence a duré une éternité. Puis j'ai parlé. « Bonjour Éric, bonjour Justine. » Il a tenté de se lever. Elle a reculé sa chaise, comme pour fuir. Aucun mot ne sortait de leur bouche. Je les regardais, non pas comme des ennemis, mais comme deux inconnus qui avaient détruit une partie de ma vie sans jamais vraiment me voir. Je ne criais pas, je n'accusais pas, je n'avais pas besoin. Ma présence suffisait. Mon calme était plus cruel que n'importe quelle colère. Je leur ai simplement dit « Vous êtes ici parce que je l'ai voulu. » Chaque jour, chaque tâche, chaque seconde dans cet hôtel, c'était moi. Puis, je me suis tournée vers Clarisse. C'est terminé, et je suis sortie. Je les ai laissés seuls, face à leur propre naufrage. Quand j'ai quitté la salle, je ne me suis pas retournée. Je ne voulais pas voir leur visage décomposé une seconde de plus. Il n'y avait rien à contempler, rien à gagner dans la souffrance visible de ceux qui avaient choisi de me trahir. Je savais qu'ils allaient rester là, figés, à tenter de comprendre comment ils avaient pu tomber si bas, comment moi, Camille Dubois, avait pu les manipuler jusqu'à les enfermer. Dans cette mascarade, sans qu'ils ne s'en rendent compte, je suis montée directement dans mon bureau, refermant doucement la porte derrière moi. Mes jambes tremblaient. Pas de colère, ni de peur, mais d'un soulagement si intense qu'il en devenait presque douloureux. C'était fini. Le rideau était tombé, et il n'y aurait pas de rappel. Quelques minutes plus tard, Clarisse est venue me voir. Elle avait ce regard à la fois impressionné et soulagé, comme si elle venait de sortir d'une pièce trop tendue pour qu'on puisse respirer correctement. Elle m'a dit qu'après mon départ, il y avait eu un silence absolu. Puis Justine s'était effondrée en larmes, répétant qu'elle ne voulait pas tout ça, qu'elle n'avait pas su dire non, qu'elle avait cru qu'Éric savait ce qu'il faisait. Éric, lui, était resté muet, les poings serrés, sur les genoux, fixant le sol. Il n'avait rien dit. Rien du tout. Pas un mot. Pas une excuse. Je n'attendais rien d'eux. Aucun aveu. Aucun pardon. Juste ce moment précis où ils comprendraient que leur pouvoir avait disparu. Qu'ils n'étaient plus les auteurs de rien. Qu'ils avaient été démasqués et enfermés dans une vérité dont ils ne pouvaient plus s'échapper. Je les ai convoqués séparément. Une dernière fois. J'ai commencé par Justine. Elle est entrée dans mon bureau comme on entre dans une salle de jugement. Ses mains tremblaient, ses yeux étaient rougis, mais elle ne pleurait plus. Elle s'est assise sans que je le lui demande. Je suis restée debout. J'ai marché lentement, autour d'elle. « Tu sais ce que tu as fait. Tu sais que tu n'étais pas une victime. Tu as profité. Tu as trahi. Tu as volé. Et maintenant, tu veux quoi? Qu'on te pardonne? Qu'on te plaigne? » Elle a baissé la tête. Elle a murmuré des mots que je n'ai pas écoutés. Des justifications sans doute. Des regrets tardifs. Peu importait. Je l'ai interrompue. « Tu vas partir, aujourd'hui. Tu ne seras pas exposé. Tu ne seras pas dénoncé sur la place publique. Mais tu n'approcheras plus jamais ma vie. Si je te revois, ne serait-ce qu'à 50 mètres de moi, ce sera une plainte immédiate. » Elle a levé les yeux, a voulu parler à nouveau. Je l'ai coupé net. « Tu es libre, c'est ta seule chance. Ne l'oublie pas. » Puis j'ai appelé la sécurité. 2 agents discrets l'ont raccompagnée jusqu'à sa chambre pour qu'elle récupère ses affaires. Elle est partie sans se retourner.
Eric est venu ensuite. Son allure était différente. Il tentait encore de sauver les apparences. Cravate bien nouée, dos droit, visage fermé. Il s'est assis sans un mot, me regardant dans les yeux comme s'il cherchait à provoquer quelque chose. Il a parlé le premier. « Tu voulais me punir. Tu as réussi. Bravo. Mais tu n'as rien gagné. » Je l'ai observé longtemps. Il n'y avait pas une once de remords dans sa voix, juste de la fierté blessée. Il n'avait pas compris. Il ne comprenait toujours pas. Ce n'était pas une punition, Eric. C'était une leçon. Pas pour toi. Pour moi. Il a froncé les sourcils. Je me suis approchée. Tu m'as trompé, humilié, pillé. Tu pensais que ça me détruirait? Tu pensais que je resterais à terre? Tu n'as jamais su qui j'étais. Ce que tu vois ici, maintenant, c'est la femme que tu as sous-estimée. Il a esquissé un sourire sarcastique. J'ai continué. Tu vas partir, comme elle, discrètement, sans plainte pour l'instant. Mais je t'avertis, je te surveille. Tu n'as plus aucune chance d'agir dans l'ombre. Chaque geste, chaque tentative, chaque contact, je saurai. Il a voulu répondre, mais je l'ai devancé. Tu n'as plus d'histoire, tu n'as plus de masque, tu n'as plus de pouvoir, et surtout, tu n'as plus d'emprise. Je l'ai fixé un dernier instant, puis, sans ciller, j'ai dit « C'est terminé ». Il est parti. Escorté comme Justine, je ne l'ai pas vu se retourner. Quand le calme est revenu, j'ai fermé la porte de mon bureau et je me suis effondrée sur le fauteuil. Pas de fatigue, pas de douleur, juste un silence immense. J'ai regardé par la fenêtre, les arbres du jardin frémissant doucement, et j'ai su que c'était fini. Pas seulement cette histoire, mais une époque, une illusion, un monde dans lequel j'avais cru qu'aimer suffisait pour faire confiance. Ce jour-là, j'ai récupéré bien plus que ma dignité. J'ai retrouvé ma voix. Après leur départ, le silence a pris une nouvelle forme. Ce n'était plus celui de l'attente, de la surveillance ou du calcul. C'était le silence d'une page tournée, celui qui vient quand le dernier mot a été prononcé et qu'on comprend, enfin, que plus rien ne nous rattache à ce qui fut. Eric et Justine n'étaient plus là, et je n'éprouvais ni soulagement, triomphant, ni vide nostalgique. Juste une paix froide, pure, d'une netteté presque clinique. J'avais gagné, pas en les écrasant, mais en me relevant sans me salir. J'aurais pu les humilier publiquement, utiliser les médias qui avaient si bien relayé leur trahison pour exposer leur chute. Les montrer à la France entière, serviettes, à la main, nettoyant des chambres dans un hôtel qu'ils croyaient avoir fui. J'aurais pu orchestrer une vengeance éclatante, de celles qui font les gros titres et alimentent les débats de plateau. Mais je n'en avais ni le goût ni le besoin. La vraie victoire, je l'avais comprise, résidait dans l'oubli. Pas le mien, le leur. Les réduire à ce qu'ils avaient fait. Les figer dans cette image de deux êtres médiocres, contraints, de fuir le regard de celle qu'ils avaient voulu dépouiller. C'était suffisant. Mais la justice, elle, devait aller plus loin. Je ne voulais pas d'un procès médiatique. Je voulais un processus rigoureux, silencieux, efficace. J'ai contacté mes avocats, j'ai relancé les procédures en sommeil, activé les plaintes pour faux, usage de faux, abus de confiance, détournement de fonds, violation de confidentialité. Tout était documenté, signatures falsifiées, enregistrement de conversations, traces bancaires, images de vidéosurveillance. Ils avaient tout laissé derrière eux, comme des enfants jouant à un jeu trop grand pour eux. Le dépôt officiel s'est fait à huis clos. Les autorités ont reçu le dossier complet, classé, référencé, irréprochable. Pas besoin d'interview, pas de déclaration publique. Seulement des preuves. La machine judiciaire, une fois lancée, n'avait plus besoin de moi pour fonctionner. Dans le même temps, j'ai commencé à bâtir autre chose. Quelque chose de plus grand que ma vengeance. Quelque chose d'utile. Je voulais que cette histoire serve à d'autres. J'ai fondé une association. Rémanence. Un nom choisi avec soin. Pour rappeler que certaines douleurs laissent des traces invisibles, persistantes, mais qu'on peut leur donner une autre forme. Rémanence allait soutenir des femmes victimes d'escroqueries affectives, de manipulations, de trahisons financières.
pas les cas les plus médiatiques, les cas invisibles, les femmes qu'on ne croit pas, celles qu'on accuse de naïveté, de faiblesse, d'avoir cherché ce qui leur est arrivé. J'ai engagé des psychologues, des juristes, des comptables, des femmes surtout, des survivantes comme moi. Certaines avaient vécu ce que j'avais vécu, d'autres avaient surmonté pire. Nous partagions un objectif, transformer la douleur en force, le choc en conscience, la honte en parole. Le premier atelier que j'ai animé moi-même fut une expérience bouleversante. 10 femmes, assises en cercle, à me regarder comme on regarde quelqu'un qu'on ne sait pas encore juger. Je leur ai raconté mon histoire. Sans phare, sans détour. J'ai évoqué Éric, Justine, la fuite, le vol, l'humiliation, mais surtout, je leur ai parlé du réveil. Du moment où j'avais décidé que je ne serais plus la victime d'aucun scénario écrit par un autre. À la fin, aucune d'elles n'a parlé tout de suite. Puis une main s'est levée, puis une voix, puis une autre. Et ce cercle que je pensais composé de femmes brisées s'est transformé en un foyer de résistance silencieuse. Là, dans cette pièce simple, sans caméra, sans projecteur, j'ai senti quelque chose renaître en moi, pas seulement la fierté, mais la certitude que j'avais enfin trouvé le sens à tout cela. Le lys blanc, mon hôtel, a changé de visage aussi. Il n'était plus seulement un décor de vengeance. Il est devenu un espace de reconstruction. J'ai formé une nouvelle équipe, volontaire, soudée, à l'écoute. Des femmes encore. Mais aussi quelques hommes, ceux qui savaient écouter, protéger, épauler. Nous avons ouvert des séminaires, des espaces de parole, des formations sur la manipulation affective. L'hôtel était devenu un abri. Et moi, sa gardienne. Quant à Éric et Justine, ils ont disparu. Je savais, par mes avocats, qu'ils avaient été convoqués, que des procédures étaient en cours. Mais je ne voulais plus connaître les détails. Je ne voulais pas vivre en fonction de leurs réponses, de leur défense, de leur stratégie. Ils étaient derrière moi. Et derrière les murs du lys blanc, j'avais trouvé une version de moi que je n'avais jamais connue. Ni dans les tours d'affaires, ni dans les salles de réunion, ni dans les dîners de gala. Une femme debout, pas seulement puissante, mais apaisée, et prête pour le dernier chapitre. Le jour où j'ai vu mon visage en couverture d'un grand magazine national, j'ai souri sans amertume. Ce n'était pas la une d'une histoire de scandale ou de trahison, mais celle d'un article de fond, Camille Dubois, Reconstruire, en silence. Le regard que je portais sur la photo était le mien. Pas celui d'une femme contrôlée par une mise en scène ou par les attentes d'un public, mais celui d'une survivante, d'une architecte de sa propre renaissance. L'article parlait de mon parcours, bien sûr, de la chute, de la perte, de l'affaire. Mais surtout, il soulignait ce que j'avais bâti après. Le lys blanc, l'association Rémanence, le réseau de soutien pour femmes invisibles. On y décrivait ma discrétion, ma stratégie, mon refus de céder à l'hystérie médiatique, des mots sobres, mais puissants. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai accepté d'en lire chaque ligne sans détourner les yeux. Tout dans ma vie avait changé. Et pourtant, l'essentiel était intact. Mon nom, mon intégrité, ma vision. L'argent volé avait été en partie récupéré, mais ce n'était plus la priorité. J'avais redéfini ce qu'était la richesse. Elle se mesurait maintenant aux regards croisés dans les couloirs de l'hôtel, aux témoignages de femmes qui avaient cessé de se taire, au silence brisé dans les salles de réunion où l'on apprenait enfin à dire non. Le lys blanc était devenu un symbole. Chaque recoin de l'établissement portait la mémoire de cette métamorphose. Dans les salons, on organisait des conférences sur l'autonomie émotionnelle. Dans les chambres, on accueillait des femmes en transition. Dans la cuisine, on formait des jeunes en réinsertion. Ce n'était plus un lieu de vengeance, c'était un sanctuaire. Et j'en étais la gardienne lucide, jamais victime, mais pas non plus bourreau. Je n'avais plus peur d'aimer, mais j'avais appris à ne plus déléguer ma confiance, à observer sans juger trop vite, à écouter l'instinct que j'avais trop longtemps étouffé derrière la diplomatie et le confort. L'épreuve m'avait rendue plus juste, plus lente peut-être, mais plus entière.
Un soir, en fin d'été, je suis montée sur la terrasse de l'hôtel. Le soleil descendait lentement derrière les collines d'Aix-en-Provence, couvrant les toits de teintes dorées. Je tenais une coupe de vin dans la main, non pour célébrer, mais pour marquer un instant, ce moment précis où l'on comprend que le passé a enfin cessé de nous poursuivre. Je me suis assise sur un fauteuil en osier, seule, volontairement, seule. Les bruits du jardin s'atténuaient. La lumière devenait plus douce. Et pour la première fois depuis si longtemps, j'ai senti mes épaules se relâcher. Je n'étais plus en alerte. Je n'étais plus sur mes gardes. J'étais là, juste là. J'ai pensé à Eric, pas avec colère, mais avec lucidité. Il m'avait volé, oui, il avait trahi. Mais il m'avait aussi révélé une part de moi que je n'aurais peut-être jamais rencontrée sans cette chute. Une force que je soupçonnais, mais que je n'avais jamais été forcée de convoquer. Il ne méritait ni pardon, ni haine. Juste l'oubli. Et c'est ce que je lui offrais à cet instant précis. Une absence totale dans ma mémoire active. J'ai aussi pensé à Justine, à sa fragilité, à sa peur. Elle avait été une complice, oui, mais aussi un pion. Une femme qui, sans doute, n'avait jamais eu le courage de tracer sa propre route. Elle aussi, je l'oubliais. Non par bonté, mais par nécessité. Autour de moi, la vie reprenait. Les employés finissaient à leur service. Des rires montaient, doucement depuis la salle de réception. Les murs du lys blanc respiraient. Ils ne portaient plus les secrets, mais les renaissances. Et cela suffisait. Je me suis levée. J'ai respiré profondément. Puis, j'ai souri. Un sourire simple, sans éclat. Le genre de sourire qui naît quand tout a été dit, tout a été fait, et qu'il ne reste plus qu'à vivre. Pas pour rattraper le temps perdu, mais pour accueillir le temps à venir. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, j'ai dormi profondément. Et au matin, je me suis réveillée. Non pas comme Camille Dubois, la femme d'affaires trahie, mais comme Camille, simplement, debout, et la tête haute.